Bonjour à tous. Alors en premier lieu, je voudrais à mon tour remercier François Héran pour cette invitation, Laura Audasso et Antonin Durand pour l'organisation du séminaire, et dire combien je me réjouis d'avoir la chance d'intervenir aujourd'hui dans la même séance que Claudia Moatti. Alors, on va effectivement faire un saut pas tant dans l'espace, mais dans le temps. Enfin, l'espace dont vous a parlé Claudia était vaste. Le mien sera plus réduit, puisqu'on va passer au XXe siècle. Et je me propose de poser la question de l'intégration à propos de l'arrivée des migrants. Alors, on dira, et j'y reviendrai plutôt, immigrants, puisque c'est le terme qui est utilisé dans le cas que j'étudie, en ville, à travers le prisme particulier du traitement d'un type d'habitat spécifique qui se développe en Europe, et notamment en Europe méridionale, précisément dans la période de plus forte croissance urbaine, soit les années centrales du XXe siècle, alors avec une chronologie qui varie selon les cas, et notamment, pas uniquement, mais aussi en fonction de la participation aux guerres mondiales ou pour l'Espagne qui m'intéresse à la guerre civile, mais une période qui va en gros des années 1910-1920 aux années 1970, qui sont donc cette période de plus grande croissance urbaine. Alors, je ne vais pas entrer dans la discussion sur la notion polysémique d'intégration, qui fait l'objet du cours de François Héran cette année, mais il est assez évident que le bidonville renvoie dans les imaginaires précisément à son inverse, à l'exclusion, dans tous les sens du terme, exclusion spatiale, exclusion sociale, exclusion dans l'accès aux droits, exclusion dans l'accès aux diverses ressources urbaines. On peut même dire que le bidonville incarne encore aujourd'hui, très fortement aujourd'hui, d'une certaine manière, l'inverse de l'accueil ou de l'hospitalité. Et donc la capacité d'une société à intégrer ceux qui viennent pourtant contribuer à sa croissance, puisque les habitants des bidonvilles dont je vais parler aujourd'hui travaillent tous, et sont des familles qui travaillent et qui sont parfaitement intégrées au marché du travail. Alors, en revanche, je vais m'arrêter un instant à la notion moins polysémique, mais un petit peu quand même, de bidonville, que j'emploie le mot français de l'époque, mais évidemment, chaque langue et parfois chaque ville a son mot, et ceci désigne des réalités locales en fait fort diverses. Alors, juste pour, à titre un peu d'exemple, vous avez dans les années 50 en Espagne, voilà 4 types d'habitats tout à fait différents. J'insiste pas, bon, à gauche c'est à Séville, en haut à droite c'est à Jaén, toujours en Andalousie, et en bas à droite, dans le nord de l'Espagne, à La Corogne. Et voilà quelques autres cas, ici madrilènes, de ce qu'on va faire rentrer dans la catégorie espagnole du bidonville, dont je vais dire le nom dans un instant. Je crois que j'en ai encore une. Voilà des vues de quartier, de l'équivalent madrilène de bidonville dans les années 50. Outre cette... accompagnant cette diversité matérielle, cette pluralité des réalités matérielles et du spectre aussi d'inconfort que représente cet habitat, notons que les mots utilisés dans les diverses langues, certains désignent l'habitat, le logement lui-même, c'est le cas des mots espagnols, alors barcelonais, barraca, madrilène, chabola, ou romain, barraca. À l'inverse, d'autres désignent la zone, le quartier, et c'est le cas du mot français bidonville. Autre élément de diversité, même j'ai dit que c'était un épisode européen, je vais y revenir, mais l'échelle et la mesure du problème n'est pas le même. Si on prend le début des années 60, on compterait 40 000 personnes vivant en bidonville en Île-de-France, pour une population de plus de 8 à 9 millions d'habitants, donc moins de 0,5% de la population. Si on prend le cas de Madrid à la même époque, qui compte à peine 2 millions d'habitants, les personnes vivant dans ces habitats, qui ne sont pas les équivalents, mais dont on va traiter ensemble aujourd'hui, représentent plutôt de 8 à 14%. Donc on n'est pas du tout dans la même mesure du phénomène, c'est quand même important de le préciser. Toutefois, ces divers mots, ces diverses catégories ont en commun de désigner toujours des habitats petits, matériellement pauvres, faits en architecture sommaire, parfois matériaux fragiles, en gros, en clair, ne présentant pas les normes de confort attendues dans le contexte urbain dans lequel ils s'insèrent.
Deuxième élément, ils sont groupés dans une zone elle-même dépourvue d'équipements, sous-équipée, non viabilisée, sans eau, sans électricité, sans pavage, etc. Enfin, troisième élément de définition d'un plus petit dénominateur commun, tous ces habitats et ces quartiers sont bâtis de manière illégale à des titres divers. J'y reviendrai dans un instant, mais on peut déjà préciser qu'il y a à la fois de l'occupation illégale de terrain, et puis il y a des gens qui occupent tout à fait en propriété le sol, mais construisent illégalement, etc. Ces réalités sont diverses, mais il y a bien un épisode commun avec une chronologie commune. Très rapidement, la baraque est construite en problème à Rome dans le contexte de l'urbanisme de capitale du fascisme dans les années 1920, même si on utilise le terme dès les années 1910. Le mot bidonville, qui est un toponyme de Casablanca, se généralise d'abord en Algérie, enfin au Maroc et en Algérie coloniale dans les années 30, pour arriver dans le contexte des guerres coloniales en métropole, dans les valises des fonctionnaires coloniaux. La baraque, on parle déjà de baraque à Barcelone dans les années 30, mais c'est véritablement construit en problème dans les années 40, et pour Madrid, c'est plutôt à partir des années 50 que le problème est construit. Mais vous voyez qu'il y a quand même un épisode européen, alors d'Europe méridionale, j'y reviendrai si j'ai le temps un instant, mais il y a véritablement un épisode européen lié à ces années centrales du XXe siècle. Alors, quel rapport avec l'immigration ? Eh bien, le fait que, je l'ai dit, ce type d'habitat se développe au moment où les flux migratoires vers les villes sont les plus forts, qu'ils soient, c'est important de le préciser, des migrations internes, dans le cas de l'Espagne et de l'Italie, ou des migrations également coloniales, enfin, de populations coloniales et étrangères, dans le cas des bidonvilles français, de métropole, j'entends. Et ce sont d'abord ces nouveaux venus en ville, que je vais appeler, en utilisant le terme espagnol, des immigrants par rapport à la ville, qui viennent peupler ces quartiers. Alors, ce type de quartier, ce type d'urbanisation n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est évidemment son développement exponentiel dans ces années de forte croissance. C'est sans doute aussi le décalage croissant entre les modes d'habitat qu'il propose et les normes de l'habitat moderne qui se développent, décalage qui s'accentue. Toutefois, ce ne sont pas les seules raisons, à mon sens, du fait que ce problème est perçu comme nouveau dans ces années-là. Et ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui, c'est précisément cela, à savoir comment l'identification de ces nouveaux quartiers périphériques comme relevant du type nouveau, donc Chabola pour Madrid, ou Baraka, a partie liée avec l'origine immigrante de ces habitants, mais pas seulement, c'est-à-dire aussi avec le fait que cette origine immigrante pose désormais problème au pouvoir public. Comment donc la construction du problème des baraques est en fait à partie liée avec la construction d'un problème public de l'immigration ou d'une immigration particulière vers ces villes. Ce qui n'était pas le cas, je pense que c'est important de le souligner, de la période précédente d'extension des villes au XIXe siècle, qui se fait évidemment aussi nourrie par des populations qui arrivent en ville. Partant, je vous propose de voir aussi comment les politiques publiques qui vont cibler ces habitats et ces zones sont aussi des politiques d'administration, d'une part des populations migrantes, et d'autre part immigrantes, et d'autre part de régulation des flux migratoires. Alors, ça explique du reste que ce soit d'abord les historiens et les sociologues de l'immigration, puis des sociétés coloniales, dans le cas de la France, qui se sont intéressés à cette question des bidonvilles. Alors, ce que je viens de dire, je crois que ça s'applique aux trois cas que j'ai évoqués, romain, espagnol et français, qui se déroulent pourtant dans des contextes, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails, mais très différents et qui présentent des caractéristiques différentes. Outre la mesure du problème que j'ai évoqué tout à l'heure, je voudrais quand même répéter la grande différence du fait qu'en Espagne et en Italie, les immigrants sont des nationaux, ce qui n'est évidemment pas le cas, surtout dans les bidonvilles en France.
C'est au cas espagnol que je vous propose de m'intéresser aujourd'hui, à travers les villes de Madrid et de Barcelone, qui sont les deux plus grandes villes et les premières à accueillir les flux, l'exode rural et les flux migratoires internes dans la période qui m'intéresse. Alors, je voudrais juste dire un mot de contextualisation de ces deux villes. La spécificité du contexte espagnol est bien sûr liée à l'histoire particulière de ce pays au XXe siècle, à la fois la guerre civile qui déchire le pays entre 1936 et 1939, puis l'établissement de la dictature franquiste, dont l'évolution, c'est important de le rappeler pour ce qui nous intéresse, est intimement liée à l'histoire des relations internationales et notamment au passage qui fait passer l'Espagne du camp de l'Espagne franquiste, pardonnez-moi, du camp des ennemis, des dictatures ennemies fascistes et nazis, au camp occidental dans le contexte de la guerre froide. Ça va avoir son importance dans le sujet qui nous intéresse. Deuxième élément de contextualisation important, les deux villes dont je vais parler, Madrid et Barcelone, furent les hauts lieux de la modernité démocratique espagnole à tous les sens du terme, furent des bastions républicains et des bastions de la résistance à l'avancée des troupes franquistes pendant la guerre. Les années 40 et même le début des années 50 sont des années de très forte répression des vaincus de la guerre civile. Là aussi, cela va avoir son importance dans le traitement des périphéries populaires nourries de migration dont je vais parler. Enfin, cela me conduira à revenir dans un dernier temps que j'espérais pas trop tardif, à la gestion et à l'administration de ces quartiers, en observant comment l'action publique a fabriqué, d'une certaine manière, ces espaces urbains comme des espaces de citadinité de deuxième zone, entre donc exclusion et intégration des nouveaux venus. Alors voilà, en gros, quel sera mon propos et l'ordre dans lequel il se déroulera. Alors, dans un premier temps, je voudrais revenir rapidement sur cette réalité des baraques dans le cas espagnol et me poser la question de savoir si c'est un problème nouveau ou pas. Alors j'ai évoqué la diversité matérielle, j'ai évoqué la diversité des populations. Il est important de comparer aussi Madrid et Barcelone. On est dans le cas de villes, en fait, le contexte urbain est très différent. La croissance de Barcelone a déjà dépassé ses limites communales et en fait la ville est enserrée entre la mer, elle est ponctuée de collines et puis des municipalités qui sont déjà en croissance. Et en fait ce qui va se passer, c'est que ces habitats et ces zones d'habitat, alors c'est comme ça, tout en haut, merci. Voilà, vont se mettre sur la plage. Donc là, évidemment, occupation illégale, occupation de terrain qui n'appartient à personne. Et sur les collines, donc là, la colline du Carmel, là, la première, en fait, à se peupler de baraques, qui est Montjuïc, etc. Et plutôt dans des interstices. Ce qui fait que dans l'habitat barcelonais, l'habitat informel barcelonais, la part de ce qui est tout à fait illégal, c'est-à-dire occupation sans droit d'espace privé ou public et sur lequel on va édifier des bâtiments précaires, est beaucoup plus important que dans la ville de Madrid. Alors, je suis un peu confuse parce qu'on lit vraiment pas bien, mais en gros, tout ça, là, tout ça, j'ai peut-être la main droite, ça sera plus facile. Tout ça, c'est ces zones d'habitat informel qui vont être l'objet d'un traitement dans les années 60, d'un programme de traitement. La différence, c'est que Madrid est au milieu d'un désert, sur le haut plateau castillan, de terres sèches qui n'ont aucune valeur agricole, qui ont une valeur agricole faible, pour être précis. Donc il n'y a pas vraiment de limite, il y a une pression foncière relativement faible et pas vraiment de limite à l'extension possible des périphéries, si bien que dans le cas madrilène, ces chabolas, puisque c'est le terme qui est utilisé dans ce lieu, en fait, on va être beaucoup moins illégal
la part du lotissement non viabilisé. Bon, pardonnez-moi, je vais m'efforcer d'être plus claire. La plupart de ces quartiers résultent du lotissement par leurs propriétaires d'une terre agricole qui, pour des raisons qu'on verra plus tard, a très peu de valeur. Lotissement qui se fait contre le droit, c'est-à-dire sans autorisation qui n'aurait pas été donnée, et des ouvriers, souvent du bâtiment, nouveaux venus en ville, construisent, achètent un petit lot et construisent sur ce petit lot qui leur appartient, de manière, là encore, sans autorisation qu'ils n'auraient pas obtenue, puisque généralement c'est du terrain inconstructible, une petite maison, un petit bâtiment sommaire pour l'habiter avec leur famille. Donc on est dans des cas qui sont majoritairement... Les deux cas coexistent dans les deux villes, mais la part est plus importante de ce type d'habitat à Madrid. Deuxième élément, et pour finir sur ce point, il est important de noter que ce type de lotissement, on va dire illégal, ce type non viabilisé, précaire, etc., c'est la manière par laquelle la périphérie de Madrid s'est urbanisée tout au long, depuis le début de la croissance urbaine de l'époque contemporaine, depuis en gros la première moitié du XIXe siècle. Et donc, d'une certaine manière, le phénomène qui a cours dans la période dont je parle aujourd'hui, celle du franquisme, n'est que la continuation de ce qui se passait, de ce qui s'était passé depuis le XIXe siècle. Et d'ailleurs, géographiquement, ça n'est que la continuation en fait des mêmes espaces. Alors d'ailleurs, on le voit assez bien là, puisque ça, ce sont les faubourgs XIXe. Et c'est dans la continuité de ces espaces. Donc on distingue bien le tracé un peu chaotique le long des voies de communication de ces faubourgs par rapport aux damiers de l'extension planifiée du XIXe siècle. Rapidement aussi vous montrer la croissance urbaine dont je parle depuis le début, son rythme. Alors, le mouvement, la tendance, c'est l'accélération commence en fait en Espagne, qui participe à la Première Guerre mondiale dès les années 1910, et elle continue tout le long du XXe siècle. C'est intéressant de noter que, alors que après, donc évidemment, il y a pendant la guerre, la crise et la guerre, il y a un moment de stagnation. Je distinguerai les deux courbes après. Ce qui est intéressant de noter, il est intéressant de noter que, alors que dans les premières années du régime, les années 40, l'Espagne est absolument, vit dans une pénurie complète et une grande pauvreté qui fait penser qu'on est peut-être mieux à la campagne qu'en ville dans ces périodes-là. Et pourtant, contrairement à ce que dit toute l'historiographie, en fait, la croissance urbaine, pas tout à fait toute, mais une bonne partie, ce qu'on dit habituellement, on dit généralement que l'exode rural reprend à partir de la reprise de la croissance dans les années 50. En fait, c'est faux. La croissance urbaine, elle continue, elle reprend dès les années 40, mais pour des raisons vraisemblablement différentes qui sont liées aux démolitions et à la guerre civile elle-même, qui fait que un certain nombre de gens ne sont pas forcément, ont assez peu de perspectives dans leur lieu d'origine pour des raisons de répression et pour des raisons liées à la guerre civile. Les vaincus de la guerre civile sont en partie conduits à quitter leur lieu d'origine et à chercher l'anonymat, je caricature un peu, mais des grandes villes. Donc il y a déjà cette reprise de l'immigration, mais avec une signification un peu, avec des causes différentes, et ça aura évidemment son importance pour le traitement de ces quartiers par les pouvoirs publics. Alors, différence Madrid-Barcelone, c'est le deuxième point qu'il faut expliquer, puisque évidemment il y a un décrochage. Les deux villes ont à peu près la même taille depuis le milieu du 19e siècle. Barcelone était plus grande, puis Madrid double, mais elles se côtoient, et puis le décrochage a lieu bien dans la période franquiste. C'est lié aux politiques, à la politique franquiste, qui décide, c'était pas un choix qui allait de soi, de reconduire Madrid comme capitale du nouvel État, mais il s'agit de resignifier d'une certaine manière, de changer la symbolique politique
de cette ville, donc liée à la République, pour en faire la capitale du nouveau régime franquiste. Et cette politique s'accompagne d'une politique de développement économique et notamment d'industrialisation à marche forcée de la capitale, qui était en fait une ville très peu industrielle, contrairement à Barcelone et Bilbao, et une ville plutôt administrative et de services. Et je pense que c'est cette politique, je pense, qui explique le décrochage de Madrid, alors que Barcelone reste la ville honnie du régime et est en fait maltraitée durant à peu près tout le franquisme. Alors, les migrations dans l'Espagne franquiste sont étroitement contrôlées. Ce contrôle se fait dans le contexte d'une politique anti-urbaine, d'une idéologie ruraliste pas très surprenante de la part du franquisme, qui reprend là, comme en beaucoup de choses, le fascisme italien. Je ne commande pas cette affiche de film qui me semble assez parlante. Donc, dans ce cadre d'un discours ruraliste, il y a, je pense, derrière cela aussi une volonté d'immobiliser la population. Immédiatement après la fin du conflit, enfin de la guerre, qui n'est pas la fin du conflit, mais la fin de la guerre et l'établissement officiel du régime, tous les déplacés de la guerre, et il y en a beaucoup, on leur ordonne de rentrer chez eux, c'est-à-dire dans leur commune de résidence. Je reviendrai à cette notion de résidence qui est très spécifique pour cette époque à l'Espagne, puisque chacun est enregistré dans une commune. C'est une forme de citoyenneté urbaine, enfin de citoyenneté communale, pas urbaine, municipale, et donc tout le monde doit rentrer chez soi de manière à pouvoir être enquêté, et évidemment derrière cela il y a le projet de la répression et puis du contrôle du territoire, puisqu'il ne s'agit pas de territoire qui sera pas, le territoire espagnol n'est pas pacifié avant le début des années 50, hein. Il y a des guérillas qui continuent, qui expliquent aussi cette nécessité de contrôle policier de la part du régime. Donc ensuite, donc chacun doit rentrer chez soi, et les déplacements à l'intérieur de l'Espagne sont soumis à l'obtention d'un sauf-conduit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de texte de droit général qui indique cette limite légale aux migrations. Il me semble que c'est une espèce de superposition d'ordre, probablement pas de décret, mais d'ordre et de circulaire très local, qui tisse en fait cette impossibilité, ce contrôle d'immigration. Alors, s'il faut des sauf-conduits, c'est parce qu'en Espagne, il n'y a pas jusque-là, jusqu'au franquisme, de carte d'identité. L'identité en Espagne le document qui sert de carte d'identité, c'est cette cédule personnelle, là, dont vous voyez un exemple pour l'année 42 en haut à gauche, qui est en fait un document fiscal, hein. C'est le paiement d'une sorte de capitation qui se fait auprès de sa commune de résidence qui tient lieu d'une certaine manière de document d'identité, mais puisque c'est un document fiscal émis par la commune de résidence, évidemment, ce n'est pas un système centralisé. La première chose que fait Franco, c'est, dès la fin de la guerre, c'est de centraliser et de mettre tous ces systèmes de cédules personnelles sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Et donc cette cédule et le paiement de cet impôt, de cette capitation, peut-on dire, est lié à l'enregistrement dans le recensement municipal ou le registre de population municipale. Et à cette cédule est liée aussi, par exemple, la carte de rationnement. Les cartes de rationnement sont en vigueur en Espagne jusqu'en 1952. Si vous donne une idée d'ailleurs de ce qu'on a appelé en Espagne la longue après-guerre. Le franquisme, avec ce souci d'immobiliser et de contrôler les mobilités des populations dans cette première période, va mettre en place un document d'identité, le DNI, le document national d'identité,
par le décret du 2 mars 1944. Comme c'est une opération longue d'émettre des cartes d'identité pour toute une population, il est indiqué que les premiers pour lesquels on produira ces cartes d'identité, ce sont tous les anciens détenus. Et je pense que ce n'est pas tout à fait une coïncidence. Alors, c'est des sujets qui sont très peu étudiés, hein, c'est important de le souligner. Ce n'est pas tout à fait une coïncidence que ce décret 1944 ait lieu l'année même du début d'un mouvement d'excarcération, donc de libération en liberté surveillée en masse des détenus, du fait tout simplement que le système carcéral explose, qu'il y a trop de monde en prison et que donc on se met à les libérer. Et donc, il est assez clair que ce document a pour objectif de contrôler les mobilités de population. Alors, pour conclure sur ces premiers éléments, il me semble que ce qui est nouveau, et qui explique aussi la construction nouvelle du problème en Espagne dans les années 40 et 50, c'est cette volonté politique d'immobiliser la population pour mieux la contrôler et pour mieux la réprimer. Cette méfiance plus particulière à l'endroit des populations, d'abord des quartiers populaires périphériques, historiques de Madrid et de Barcelone, dont les nouveaux quartiers de baraques ne sont que la continuation, mais aussi à l'endroit des populations qui bougent dans ces années 40, qui quittent leur village pour aller s'installer en ville, jusqu'au début des années 50. Dernier point, dernier élément de nouveauté, c'est aussi cette volonté caractéristique du premier franquisme et de sa politique de planification et d'autarcie économique, donc de planifier de manière autoritaire l'activité économique et avec elle la distribution de la population dans l'espace. J'y reviendrai peut-être, et François Héran l'a dit en introduction, il y a une véritable politique de population du franquisme, hein, qui est à la fois, évidemment, le natalisme, ça c'est bien connu, mais aussi une politique de peuplement. Le traitement des bidonvilles peut être perçu, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, comme un de ces éléments. L'autre qui est pas forcément mieux connu, mais dont on connaît au moins l'existence, c'est évidemment la colonisation agraire. Là encore, mais j'y reviendrai, l'inspiration fasciste, italienne fasciste du régime franquiste est assez claire. Donc on a un vrai projet de déplacement des populations, d'aménagement de l'espace par du peuplement dans l'Espagne franquiste. Alors, quelle va être la politique des pouvoirs publics vis-à-vis de ces baraques et des immigrants? Et donc, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est comment ces politiques relèvent donc à la fois du traitement des baraques et du traitement des migrants, en distinguant les deux villes de Barcelone et de Madrid, où il me semble que, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, les choses ne se présentent pas de la même manière. À Barcelone, la lutte contre les baraques et la répression des baraques, qui intervient beaucoup plus tôt qu'à Madrid, est, je crois, vraiment liée à la nécessité d'empêcher l'immigration vers Barcelone. C'est-à-dire qu'en gros, on lutte contre les baraques pour empêcher les gens de migrer. À l'inverse, à Madrid, la priorité est peut-être inversée. Alors, commençons par Barcelone. Les baraques sont perçues d'emblée comme un habitat immigré, avec l'expression d'un racisme catalan face aux immigrés du sud de la péninsule, qui est évidemment pas neuf, mais dont on trouve plusieurs exemples. Donc là, je vous ai mis un article du journal phalangiste Solidaridad Nacional, avec cet extrait un peu... Donc, dans l'habitat typique, dans l'habitat précaire typique de Madrid, de Barcelone et de l'Espagne en général, il y a ce que j'ai appelé les baraques, mais il y a aussi les grottes, c'est-à-dire l'habitat troglodyte qu'on creuse dans les talus que l'on peut trouver. Et donc là, vous voyez, avec la vague d'immigrants, il arrive chaque jour plus de troglodytes dans notre ville, mais nous voulons parler d'authentiques troglodytes, c'est-à-dire de gens qui viennent des villages souterrains, qui sont légion dans les provinces de Jaén, Murcie et Grenade, donc le sud-est, le sud et l'est. Experts dans ce type d'abri, ils savent trouver dans les environs montagneux de la ville des terrains adéquats. Donc on est vraiment là, donc l'habitat précaire, c'est un habitat en fait étranger, des gens du sud. On retrouve le même genre de déclaration en France coloniale, en Algérie, au Maroc, où le bidonville et ses gourbilles est un habitat indigène.
alors, quand même, donc ce racisme, il n'est pas neuf. En revanche, ce qui est intéressant, il prend un tour particulier dans les années 40 et ces années de pénurie, de chômage, où ces étrangers, alors je ne vais pas donner d'autres exemples, mais sont accusés de venir voler le travail, etc., des Catalans, pardon. Alors, le chargé, donc, dans ce contexte, la question des baraques est construite en problème public très tôt, dès les années 40. C'est le point, c'est ce qui donne le titre au rapport d'activité de la personne qui est chargée de l'urbanisme et du logement à la mairie de Barcelone quand il quitte son poste en 1949. Il titre son rapport « Les baraques face au problème du logement ». Son combat consiste à s'efforcer de convaincre les autorités de s'attaquer au problème des baraques, c'est-à-dire de réprimer ce problème et de résorber les baraques. Et quel est son argument? Alors d'abord, il donne un chiffrage que je vous signale au passage pour 1949, donc 5577 baraques. Et donc son argument, c'est que si on ne réprime pas les baraques, les immigrants vont venir, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de problème de logement. Donc je vous ai mis à l'écran cette citation qui doit emporter l'adhésion des pouvoirs publics. Cela pourrait provoquer, si on ne réprime pas les baraques, cela pourrait provoquer une vague d'immigration impossible à contenir, de plus grande importance encore que celle que nous enregistrons actuellement, s'il ne sont pas adoptées des mesures de régulation de cette situation, en fermant les possibilités aux immigrants qui jusque-là ne comptaient pas parmi les problèmes auxquels ils devaient faire face à Barcelone, celui du logement, puisqu'ils le considéraient souvent, non sans raison, comme complètement résolu avec la construction d'une baraque dans un des quartiers qui, en réalité, ont été destinés à cette fin. Donc la non-répression des baraques est assimilée à une espèce d'aubaine qui pourrait produire un effet d'aubaine et donc attirer encore plus d'immigrants. Et c'est comme ça qu'il espère convaincre de sa politique qu'il recommande. À la fois contrôler l'immigration, compter et ficher ceux qui sont là et réprimer les nouvelles constructions. Alors, quel va être le traitement du problème? Je vais m'efforcer d'accélérer. Alors, le traitement du problème qui est formalisé par une circulaire du 6 octobre 1952 du gouverneur civil consiste à empêcher l'entrée et la permanence dans les territoires municipaux, dans leurs territoires municipaux respectifs, donc de l'agglomération, des personnes qui ne disposent pas de domicile et donc devraient recourir au logement non autorisé. Donc, on renforce le contrôle de l'immigration, et les personnes qui sont saisies arrivant à Barcelone sans domicile ou construisant une baraque doivent être évacués, c'est le terme qui est utilisé, par un service habilité à cet effet, service qui est installé opportunément sur la colline de Montjuïc, dans un ancien pavillon de l'Expo de 1929, le pavillon des Missions, qui était devenu entre-temps un centre de tri des indigents, donc vous voyez qu'il y a quand même une continuité, et un service policier qui patrouille dans les quartiers de baraques et surtout à la gare de Sants, la grande gare d'arrivée justement du sud, où les gens sont saisis à l'arrivée, ils sont détenus dans ce pavillon d'émission et renvoyés chez eux. On estime qu'entre 54 et 57, donc, il y aurait eu environ 15 000 personnes expulsées de Barcelone. Alors, oui, c'est ça. Alors, à Madrid, comment les choses se passent? Un petit peu différemment, puisque, comme je l'ai dit, le gouvernement, le régime a l'intention de construire la capitale du nouvel État, d'industrialiser la ville, et donc il n'est pas question d'empêcher la main-d'œuvre de venir à Madrid. Il y a un impératif de nourrir les industries, et donc il va y avoir la politique joue un jeu un peu complexe de fermeture officielle de l'immigration, mais jamais il va y avoir de pavillon d'émission ni de policiers qui patrouillent dans les gares pour empêcher les gens d'entrer. Alors on raconte que les gens sautaient du train avant l'arrivée à la gare, etc. Enfin, voilà.
peut-être pas non plus, on peut peut-être... Bon, je pense qu'il n'y a pas non plus l'équivalent du racisme catalan. Oui, excusez-moi, j'accélère. Alors... Donc dans les années 40, pas de problème des baraques, même s'il y a des baraques, mais ce qui va conduire à la construction du problème, c'est à partir du début des années 50, la nécessité de construire une capitale, la capitale du régime dans le contexte de tentative de se construire une image respectable dans le contexte de la guerre froide, et puis avec la reprise économique et la libéralisation de l'économie, la politique de construction qui va induire de la pression foncière et donc faire de cette occupation extensive du terrain un problème. Mais l'entrée dans le droit des baraques et du mot Chabola en 1957, par un décret répressif du 23 août 1957, continue de lier les deux, lutte contre l'immigration et lutte contre les baraques. Il interdit la migration à Madrid d'une personne ne disposant pas d'un logement, exactement comme à Barcelone et exactement comme en Italie fasciste à la fin des années 20. Il interdit aux employeurs d'employer des personnes qui ne sont pas déjà là au moment du décret, ou alors il faut les loger. Et là aussi, il prévoit le transfert des habitants des baraques dans leur village d'origine. En pratique, que se passe-t-il ? Eh bien, en pratique, une police des périphéries est mise en place dès les années 40, mais qui va se renforcer jusqu'à compter plus d'une vingtaine de gardes civils à partir de 1957. Qui patrouillent, empêchent les personnes de construire, empêchent les personnes de réparer ou d'améliorer leur maison, et un système de fichage extensif de la population des quartiers périphériques d'autoconstruction est mis en place, qui a pour objectif, d'une certaine manière, de figer cette population, c'est-à-dire d'empêcher de croître, et de la connaître. Alors, ça, c'est un énorme corpus que j'évalue à peu près 50 000 fiches. C'est une opération qui est conduite entre 1953 et 1963, donc pendant 10 ans, l'administration qui s'occupe de l'urbanisme de Madrid, qui est une administration étatique évidemment, puisqu'il s'agit de la capitale, va procéder à un fichage extensif des habitants de la périphérie. Il est très peu question, en fait, il y a très peu de données sur le logement, pas sur le bâtiment. Les données concernent évidemment la localisation et des données d'identité des personnes qui sont photographiées devant leur logement. Quand l'administration décide, vous avez plusieurs exemples, quand l'administration décide pour une raison ou pour une autre, de raser un quartier et donc de déloger, toute une enquête est diligentée. L'autre élément d'intégration, c'est évidemment l'intégration au marché du travail. Donc, les ménages doivent produire un certificat de leur employeur. On vérifie leur antécédent judiciaire et politique. Et puis, une enquête est conduite par un policier, notamment dans le voisinage, mais pas uniquement, qui regarde l'emploi, la bonne ou la mauvaise conduite de la famille. Donc là, ce sont des gitans qui vivent en union libre. Le terme est un petit peu anachronique, excusez-moi. Et puis, aussi enquête sur l'histoire résidentielle et l'histoire migratoire. Ce qui est intéressant, c'est que là, ces gitans, en fait, aussi loin qu'on les cherche, ils sont toujours à Madrid. Là, on a un autre exemple avec une famille de Jaén, donc de Andalouse, qui est à Madrid depuis 3 ans. Évidemment, et ces informations sont vérifiées auprès de la municipalité précédente, où on va regarder son inscription dans le registre de la propriété, de la registre municipal. Le décret de 57, c'est mon dernier point sur cette partie et je vais accélérer. Le décret de 57 ne vient en fait qu'asseoir juridiquement une pratique qui était en œuvre depuis le début des années 50 et qui, ce qui était assez pas inintéressant, en fait, je pense, se tarit à partir du moment où le décret est pris. Le décret ne précise rien par rapport au flou qui va être l'objet de ma conclusion, du coup, du cadre et des règles dans lesquelles ces pratiques sont mises en œuvre. Donc elles ne font que prolonger et continuer ce flou. Ce décret ne fait que prolonger ce flou.
mais il intervient au moment où l'Espagne, en fait, se lance dans, avec un changement politique, une évolution politique du régime, donc se lance dans la politique de la construction, dans la libéralisation de l'économie, et s'intéresse en fait beaucoup moins au contrôle des migrations. Donc je pense qu'il y a vraiment un deuxième moment. Donc à partir de 57, ce décret, il vaut pour Madrid, mais il sera appliqué ensuite, étendu à Barcelone et Bilbao, mais c'est en fait le moment où ces pratiques s'arrêtent. Et elle s'arrête parce que, c'est un de mes éléments de conclusion, si la lutte contre les baraques dans les années 40 et 50, c'est bien une politique de population et une politique de contrôle des mobilités, à partir des années 60 et de la croissance économique et de flux migratoires qui s'accélèrent encore, je pense que c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est d'abord une politique urbaine. Le contrôle des migrations est beaucoup moins de mise. Alors j'ai un petit peu anticipé sur la conclusion. Je peux dire quelques mots encore ou pas? Alors, je finis très rapidement sur cette question. Je vais dire ça très vite. Le dernier élément de nouveauté, donc j'avais commencé en me posant la question de ce qui était nouveau. J'avais dit l'ampleur du phénomène, la politique du régime vis-à-vis des populations qui migrent et des populations qui viennent peupler ces quartiers. Il y a en fait un autre élément de nouveauté qui est le cadre juridique et le cadre réglementaire. Ça c'est une histoire, l'Espagne de ce point de vue-là ne se distingue pas des autres pays. Au cours du XXe siècle, l'État intervient de plus en plus dans l'économie et la société, et entre autres dans la ville, sur l'aménagement urbain, et cette intervention prend notamment la forme de l'action foncière, c'est-à-dire d'une action publique sur la propriété du sol, et de la planification urbaine qui assigne à des zones diverses, des normes diverses, qui provoquent évidemment un reclassement massif des valeurs foncières. Donc vous avez là le document de planification de Madrid, qui donc est adopté en 1946. Tout ce qui est en vert est réservé à l'espace vert, tout ce qui est en blanc est réservé pour une programmation ultérieure, donc tout ce qui est en vert et tout ce qui est en blanc n'est pas constructible. Et alors, ce qui est intéressant, je pense que c'est que dans ce qui est en vert et ce qui est en blanc, on voit très bien qu'en fait, c'est déjà en partie construit. Ça ne va pas se construire uniquement après, c'est déjà en partie construit. Donc, la manière populaire de faire de la ville qui existait par ces lotissements pauvres depuis le XIXe siècle, l'Espagne n'a pas les moyens, l'économie espagnole n'est pas suffisamment... n'est pas organisée et structurée de telle manière, et le marché de l'emploi n'est pas organisé et structuré de telle manière que toutes les populations urbaines puissent rentrer dans le marché légal du logement et dans la ville légale. Et donc cette manière populaire de la ville, compte par autoconstruction, etc., continue comme auparavant, mais la différence, c'est qu'elle est reléguée dans l'illégalité, ce qui l'avoue évidemment à une bien plus grande précarité, et que cette illégalité est répétée et précisée par une série en fait de lois et de textes de droit successifs sur lesquels, dans les détails desquels je ne rentre pas. La question est de savoir si, c'est une question qui m'intéresse, est-ce que les pouvoirs publics avaient conscience du fait que toutes ces populations ne rentreraient pas dans le droit. C'est ce qu'on pense dans le cas des favelas du Brésil. Dans le cas du Brésil, c'est peut-être bien documenté par les historiens qu'à aucun moment les pouvoirs publics n'ont pensé que toute la population allait rentrer dans le cadre de la ville légale et de la ville régulière. Donc on construit du droit en sachant très pertinemment qu'une grande partie de la population va en être exclue, va donc être tombée dans l'illégalité, avec tout ce que ça implique en termes de non-accès au droit. Je ne sais pas combien c'est vrai ou pas dans le cas de l'Espagne franquiste. En tout cas, toujours est-il que c'est ce qui se passe, et que donc une grande partie de la population se trouve habitée, son mode d'habitat nécessaire se trouve illégalisé, si je puis dire, ou relégué dans l'illégalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je finis, ouais. Eh bien... je m'arrête là. Juste... voilà. Non, voilà. Si, alors je finis là-dessus.
la manière dont est construite la catégorie administrative Chabola, par les pratiques de l'administration, puis par les textes juridiques qui suivent la pratique, n'ont de cesse d'entretenir le flou de la définition. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de définition claire de ce que c'est que cet habitat qui tombe sous la répression, sous le coup de la répression. Ce qui permet de faire rentrer dedans, comme le montre ce fichier, une quantité immense en fait, de population et d'habitats et de zones. En gros, toute la périphérie autoconstruite de Madrid, on va dire à partir des années 30, rentre dedans, et elle est sans droit, et donc à la merci du pouvoir discrétionnaire de l'administration, qui, au gré d'impératifs qui sont les siens, peut décider ou non de raser tel ou tel quartier de manière fort opportune. Voilà. Je vous remercie.